Mes chers compatriotes, l'heure est grave, très grave. Mais non, je déconne. Bonjour les toqués du tic-tac et bonne année 2025. Une année placée sous le signe des sagas, des mini-séries et des découvertes en tout genre. On vous emmène aujourd'hui à la fabrique du temps Louis Vuitton pour voir une chose que vous ne verrez plus jamais, la pose de la dernière vis du prototype d'une montre qui, à mon avis, est une des plus belles du moment. Et puis, cette année 2025 verra peut-être le jour du nouveau studio Franck Sensé. Je vous montre déjà la plaque que nous a fait Karl, le fabricant des trophées de la montre de l'année, pour la mettre à l'entrée. Vous êtes prêts? Alors maintenant, on part à Genèse, à la fabrique du temps Louis Vuitton. Alors là, on vous l'avait dit, vous avez une avant-première mondiale, une chose que vous ne verrez plus jamais dans votre vie, puisque ça dure, on va dire, 2 à 3 secondes à chaque naissance d'une montre. On va assister avec Franck, le prototypiste. Il n'est pas tout à fait parfait, il met un C à son nom, hein Franck? On va assister au vissage de la dernière vis du prototype du tourbillon Daniel Roth. Alors, c'est simple, tout a été contrôlé, tout a été fait, tout a été remonté, démonté plusieurs fois par Franck, tout a été vérifié par Michel, par Enrico, qui sont les créateurs, on va dire les recréateurs, parce que tout a changé dans cette montre. Tout a changé, parce que la technique a entièrement changé dans la montre, le mouvement est entièrement neuf, tout. Et quelque part, rien n'a changé, parce que c'est une Daniel Roth, elle est reconnaissable parmi à quelques détails près. À quelques détails près. Oui, mais les cornes, un petit peu. Cornes, voilà. Oui, mais bon, ça va. Mais en fait, vous avez l'esprit, quoi. L'esprit Daniel Roth, il est là à 100%, donc rien n'a changé. Et en même temps, la technique, il n'y a plus rien de ce qu'il y avait. En fait, on a gagné en chronométrie, en fiabilité, en tout. En réserve de marche, elle est un peu plus mince. Enfin voilà, il y a un tas de choses, quoi. Enfin, c'est ce qu'on a mis. Et puis, comme le mouvement est visible aujourd'hui, dans la pièce qu'on voit là, à l'époque de Daniel Roth, il y avait souvent des fonds pleins, donc il n'y avait pas grand-chose à voir, le mouvement. Donc nous, on a voulu traiter le mouvement avec un regard très horloger, mais en sachant qu'il se voit. Définition sublimissime. Sublimissime, mais pas too much. On n'est pas allé dans le démonstratif, on est resté vraiment dans le sérieux. Il faut rester. Oui, mais ça, c'est votre esprit à tous les deux. Il faut rester subtil, c'est-à-dire qu'on pousse loin le travail des finitions, mais en restant toujours subtil. En parlant de Franck, puisque tu as dit, c'est notre prototypiste, en fait, c'est le lien entre ce qu'on a fait avec Michel et nos constructeurs à l'ordinateur. Ensuite, les composants arrivent et le premier qui travaille dessus, bien sûr, on le fait en collaboration avec lui, et le premier qui a quelque chose de physique, c'est Franck. C'est Franck, c'est le lien entre le dev, la création et la théorie, et la production derrière. Et la pratique. C'est le chaînon manquant, Franck. Bah, c'est le chaînon le plus important, je dirais, parce que le prototypiste, c'est celui qui sent les choses aussi. En fait, tu vois, quand on monte, on dit c'est bon, c'est pas bon, c'est lui aussi qui doit sentir le truc, hein. C'est pas juste de la technique, c'est aussi un peu... Franck, tu l'as démonté et remonté combien de fois cette montre? Ça, tu dors avec, là, tu rêves de la montre plusieurs semaines. Ouais, donc, tu as débugué des trucs, il y a vu quand même, tout n'était pas parfait dès le début, hein. Oh ben, il a passé plus de temps avec la montre qu'avec son épouse ces derniers temps, hein. Effectivement, hein, effectivement. On a un boulot à faire, il faut le faire jusqu'au bout. Donc, elle est finie quand on a décidé qu'elle était finie, la première, le proto. Donc, on décide qu'elle est finie quand on trouve que voilà, on n'a plus rien à dire. C'est la fin. On dit, on ne va pas refaire encore un truc. C'est vraiment, voilà, c'est lui qui décide avec nous. On s'arrête là, c'est bon, c'est fait. On dit souvent que le mieux est l'ennemi du bien, mais chez vous, c'est le très bien qui est l'ennemi du bien. Oui, alors... Parce qu'on peut pousser à son paroxysme, mais à un moment, on ne s'arrête plus. On pousse fort, mais à un moment donné, tu dis stop. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Bon, Franck, c'est un moment solennel. Attention, mesdames et messieurs, la dernière vis. Voilà. Tu peux la voir. Voilà, et voilà la montre. Alors, parlez-nous de la montre maintenant, parce que évidemment, il y a ce fameux tourbillon. Tourbillon à 3 aiguilles qui ne sont pas les mêmes. Donc, évidemment, un problème de poids et de réglage et de force à imaginer là-dessus. C'est une particularité des tourbillons de Daniel Roth, puisque on connaît la forme de la boîte, mais on connaît aussi sa forme de tourbillon, puisqu'il avait ces 3 aiguilles
de longueurs différentes qui vont indiquer la seconde sur un secteur différent. Ça, c'est très typique. C'est des échelles qui se superposent et donc une aiguille après l'autre, ça vient comme un escargot. Mais si tu veux, elle perturbe en position verticale, comme les longueurs ne sont pas les mêmes, ça veut dire que ça crée un balourd. Ouais. Et donc, si tu veux, quand on construit la cage, déjà en théorie et ensuite en pratique, on équilibre la cage avec l'aiguille. C'est pas un simple élément d'habillage. Pour compenser le déséquilibre de l'aiguille. Donc ça veut dire que la cage, elle est un tout petit peu, à quelques degrés ou demi-degrés près, un petit peu... En face de l'aiguille la plus longue, déséquilibré. Pour compenser le déséquilibre de l'aiguille. Voilà. Donc il faut dire que cette montre, qui est revenue sur le devant de la scène, puisque vraiment, c'est vrai que Daniel Roth était très connu il y a quelques dizaines d'années. Et puis après... C'est devenu un petit peu dans l'oubli, et puis là c'est revenu. Tout le monde ne parle plus que de cette montre, parce qu'elle est aux finitions absolument incroyables. Alors tout le monde ne parle plus que de cette montre et de celles qui vont suivre. Ouais, pour l'instant on n'en parle pas, on les a pas vues. Je sais. Parlons de celle-ci. Ah, tu fais un teasing toi. Toi tu fais un teasing. Non mais pour Enrico et moi... Attendons quand même. Voilà, nous allons attendre, mais pour Enrico et moi-même, celle-ci, elle est développée. Elle est finie. On pense au prochain développement. C'est-à-dire que comme il vient de finir là, nous, pour nous, elle est derrière déjà. Ah, les mecs. Tu vois, je crois qu'il t'en prépare de belles encore, Franck. Si, mais moi j'ai fait prototypiste dans ma vie, je l'ai été pendant quelques années, 10 ans à peu près. Et c'est le boulot le plus intéressant dans l'horlogerie. Parce qu'en fait, tu changes toujours de choses, c'est constamment un nouveau produit. Et tu résous des problèmes. Tu résous des problèmes, tu dois avoir un esprit d'analyse, ce que Franck a, donc tu dois quand même analyser le truc. Quand tu as un problème, tu dois savoir d'où il vient. Donc il faut quand même avoir un petit esprit d'analyse. C'est pas juste comme ça, tiens, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais comme toi, tu as été prototypiste, donc ça veut dire qu'au moment du dev, tu regardes aussi avec un œil de prototypiste. Oui, est-ce que dans les manufactures où les mecs qui font le dev n'ont jamais été prototypistes, est-ce que le métier de prototypiste est associé un petit peu au développement? Ça dépend des boîtes, mais des entreprises. Mais là où j'ai travaillé, on avait une équipe de projet où on avait l'horloger prototypiste, les constructeurs, le contrôle, enfin on avait différents métiers qui étaient autour d'un projet, Ça se fait beaucoup. C'est intéressant ce que tu dis, mais avec Enrico, quand on développe également avec un œil d'horloger. Oui, aussi. Donc il ne faille pas 3 mains un horloger pour pouvoir assembler la montre. Oui. Il faut que ce soit pratique pour l'horloger et aussi bien pour le mécanicien qui va usiner tous les composants de la montre. Donc on a cette faculté de se mettre à la place de l'horloger, à la place du développeur bien sûr, et à la place du prototypiste. Et c'est pour ça que ça vous permet d'aller parfois dans la création beaucoup plus loin que d'autres, puisque vous avez cette vision que n'ont pas forcément les autres. Peut-être. Puis ce know-how, ce background, cette expérience. C'est notre vécu qui... Et vous êtes deux. C'est un peu le vécu qui donne le produit. Là. En l'occurrence, c'est un Daniel Roth à 100%. On l'a vu, Daniel Roth, et donc il est horloger, on est horloger, on parle déjà le même langage. Donc là, il y a une petite facilité. Ils doivent être contents de vous voir, on parle une langue qui tel un phénix, faire renaître ce tourbillon. Ah oui, et le meilleur compliment qu'il a pu nous faire, il nous a dit, quand il a vu cette pièce, il a dit, elle est plus belle que celle que j'ai faite. C'est beau. Ça, c'est beau. Mais il a précisé, vous avez d'autres moyens que moi. Hein. Ah, vous avez... il a précisé quand même. Et il a raison, on a d'autres moyens. Mais surtout d'autres moyens techniques. D'autres moyens techniques de recherche, de développement. Et aussi dans les moyens de fabrication, parce qu'on est quand même dans les années 80, Daniel, et c'est quand même pas une horlogerie, enfin un environnement très propice pour faire ce qu'il faisait. C'était quand même des années difficiles. Donc nous, aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de moyens à disposition et on les utilise déjà quand on conçoit, c'est-à-dire qu'on sait que ça, on pourra le faire, tu vois. On essaye vraiment de pousser, mais on sait qu'on ne va pas dans l'impossible non plus, mais on sait qu'on a des moyens, donc on essaie de pousser les trucs pour essayer de faire encore un petit peu, tu vois, chercher vraiment la bête, quoi. C'est ce qui fait la force de la fabrique du temps, en quelque sorte. La fabrique du temps, on a Michel et Enrico, qu'on surnomme affectueusement Tic et Tac, évidemment, ils sont inséparables, maître horloger inséparable. Ils nous prévoient d'autres petites merveilles, ils prévoient d'autres nuits blanches pour Franck. Et on reviendra, et c'est pas fini. Allez. Je peux juste préciser un truc. Vas-y, toujours. Franck, c'est notre prototypiste, parce qu'on s'est choisi. Quand on a relancé la marque, on avait besoin d'un horloger, et voilà. Moi, je le connaissais depuis longtemps, dans une autre vie d'horloger. Tu les as choisis? Mais t'es un grand fou, toi. On s'est choisi, Non, c'est bien. On a choisi de travailler ensemble sur ça. C'est pas un hasard, c'est pas une embauche, c'est un choix.
On a décidé que... Vous êtes tous aussi fous les uns que les autres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et quand un fou rencontre un autre fou, ils font des histoires de fous. Il a une très bonne main. Ils font des montres. Oui, mais... Il sent bien les trucs. J'aime bien. Et est-ce qu'avant d'avoir tout assemblé, tu prends un truc et tu dis, hein, sachant que ça va foirer, est-ce que tu le vois avant? Non, tu peux, tu peux voir avant Non, assembler, on se rend compte. Assembler, tu te rends compte. Ouais, tout de suite. Bon, Voilà. merci de nous avoir fait, on va dire, nous avoir invités à cet événement. C'est comme une naissance. C'est Oui, à chaque fois. c'est vraiment la dernière vis sur le prototype avant la série. Évidemment, plus personne d'autre ne pourra se filmer, puisque c'était maintenant, aujourd'hui, à Genève, à la Fabrique du Temps, avec les 2 maîtres horlogers de la Fabrique du Temps, et avec Franck, avec un C, le prototypiste. Merci à tous et Merci. À bientôt. restez connectés. Merci. Merci.